Alors que le chapitre 1042 se terminait par une terrible défaite de Luffy, aujourd'hui, ce dernier révèle sa véritable identité. Après des années à théoriser, à attendre que Luffy éveille le pouvoir sommeillant en lui, celui de Joy Boy, voilà que les tambours de la libération résonnent annonçant la venue de l'élu. En ayant expérimenté la mort comme il ne l'a jamais fait, Luffy subit un changement qui lui permettra indéniablement de combattre Kaido et de perpétuer la fameuse volonté de l'homme qui changera la face du monde. Luffy est enfin prêt à livrer sa dernière bataille. Yo les bros, que dire d'autre à part bienvenue sur cette review du chapitre 1043 de One Piece, un chapitre que l'on peut qualifier aisément de légendaire pour les raisons évidentes mentionnées en introduction. Nous arrivons finalement au moment tant attendu, celui où Luffy se révèle et s'éveille en tant que Joy Boy. J'ai tout donné pour rendre cette review autant épique que ce chapitre pour vous révéler tous les secrets du retour de Joy Boy. Alors les bros, écoutez-moi bien, explosez les likes, commentez, abonnez-vous et atteignons les hautes sphères de la piraterie. D'ailleurs, un énorme big up à Nina qui a vu également bon nombre de ses théories se vérifier. Sa chaîne et notre Discord sont en description, n'hésitez pas. Je profite pour vous annoncer que vendredi prochain, pour pallier à la pause des Chiroda, je sortirai ma nouvelle vidéo théorie, alors soyez au rendez-vous car elle vaut le détour. Après cette brève introduction, nous pouvons continuer et passer au vif du sujet. Luffy est mort. C'est le constat tragique que l'on peut faire au début de ce chapitre 1043. Après l'attaque d'une violence inouïe qu'a subi le capitaine des Mugiwara dans le chapitre précédent, il a pour la toute première fois véritablement perdu son combat et la vie. Ce constat, ce n'est pas seulement moi qui le fais, mais aussi Momonosuke qui dit ne plus entendre la voix de Luffy. Cette voix, comme il l'appelle, c'est tout simplement la vie émanant d'une personne, le son émis par l'esprit. Cela fait bien des années que ce terme est utilisé dans One Piece par les plus grands personnages tels Roger qui était capable, d'après Rayleigh, d'entendre la voix de toute chose. Luffy lui-même possède cette capacité, Law également l'a révélé dans ce chapitre, ainsi que Momonosuke et son père, Oden. La violence de l'attaque de Kaido et l'intervention du CP0 ayant empêché Luffy de se protéger a donc eu raison de ce dernier. L'effet sonore utilisé en gros plan sur son corps inerte signifiant le silence total d'une scène. Le boss du Cypherpole Aegis a donc rempli sa mission à bien, et ce malgré la mort imminente à laquelle il fait face. Interrompre le combat de Kaido était un acte ni brave ni héroïque, mais bel et bien suicidaire. L'empereur venant de retirer la vie au seul homme ayant été capable de le distraire, involontairement et de la plus lâche des manières, n'avait pas d'autre justification à trouver pour en finir avec l'intrus de ce combat. Acceptant pleinement sa sentence, le boss du CP0 fait face à Kaido, subissant de plein fouet le coup chargé de haki de l'empereur, dont la force aurait pu être suffisante pour briser Onigashima en deux. Je pense très sincèrement et sans exagérer qu'il s'agit là d'une de mes scènes préférées de Wano Kuni. Que ce soit dans sa violence ou dans sa mélancolie, rares sont les fois où j'ai senti cette sensation. Et puis, Luffy est mort. Les paroles de Momonosuke, le silence l'entourant, la violence du coup subi, le corps inerte, les yeux blancs. Kaido qui annonce sa mort à tout Onigashima et qui est tout simplement déclaré grand gagnant. On ne va évidemment pas faire comme si on ne connaissait pas la fin du chapitre et le retour de Luffy qui sera le grand événement marquant, mais une chose est sûre, pour la première fois, Luffy ne faisait plus partie de ce monde l'espace d'un chapitre. Je voudrais reparler de la voix de toute chose car c'est un élément qui peut sembler banal dans un tas de chapitres mais qui en réalité peut cacher une incroyable révélation. Comme vous l'aurez compris, la voix de toute chose n'est pas une capacité répandue dans l'univers de One Piece et même ceux ayant acquis de l'observation au plus haut niveau ne possèdent pas forcément cette capacité. C'est un atout qui semble propre à certains personnages et ces personnages porteraient la marque du Di. Dans ma théorie sur le peuple des Di et l'ancien royaume datant de plus de 5 ans déjà, j'expliquais que Law pourrait entendre la voix de toute chose comme tous les Di pourraient en réalité le faire. Il s'agirait d'un pouvoir inné, d'un pouvoir différent du haki l'observation que la petite Aiza pouvait avoir, car même si elle entendait également des voix, les Di l'entendraient à un tout autre niveau. Roger, Law, Luffy, 3 des 5 personnages possédant ce pouvoir sont des Di, et les 2 restants ne sont nul autre que Oden et Momonosuke, et chacun d'eux a été capable d'entendre Zunesha. Alors oui, je suis toujours intimement convaincu, et ce depuis plusieurs années maintenant, que les Kozuki sont des Di et que ce secret sera révélé sur Wano Kuni. Pour parfaire ce suspense, Oden a disparu dans l'huile bouillante à sa mort, avec le sourire caractérisant les Di dans leur dernier soupir. Si ma théorie continue de se confirmer, tout comme ça vient d'être le cas avec Law et sa capacité à entendre les voix, alors nous apprendrons prochainement que les Kozuki font partie de ce mystérieux clan ennemi juré des dieux. Mais nous avons assez de quoi théoriser avec la fin du chapitre, donc passons au sujet suivant, la colère dévastatrice de Kaido. Après en avoir fini avec le boss du CP0, Kaido reprend sa forme dragon et se révèle en grand vainqueur de son combat contre Luffy. Une nouvelle qui ne passe pas auprès de sa plus fidèle Nakama,
Nami. Alors qu'elle apprend la vérité sur Luffy, que celui-ci a perdu et est même considéré comme mort, elle se révolte contre Kaido qui n'attend pas une seconde pour contre-attaquer avec un Borobresse. Heureusement, Marco intervient et protège Nami encore sous le choc de cette déclaration. Elle, mais pas seulement, toute l'Alliance n'avait jamais imaginé que Luffy pourrait perdre et encore pire, mourir. L'espoir les quitte, mais tous retrouvent de leur combativité au point même que Law et Kid se révèlent pour prendre part au combat malgré l'épuisement de leur bataille contre Big Mom. Tous, sauf un, Momonosuke. Lui, ayant senti la mort de Luffy, ne parvient à se rendre à l'évidence de continuer le combat malgré tout. À ses yeux, toute raison de combattre est désormais futile. Luffy n'a pas pu vaincre Kaido, alors personne ne le pourra et seul l'abandon est une option valable à ses yeux. Et c'est peut-être ce qu'il aurait fait si Yamato n'avait pas été là. La fille de Kaido, dont l'existence n'a été réduite qu'à des chaînes lui privant de sa liberté, préfère combattre à mort jusqu'à son dernier souffle plutôt que mourir de fatigue en tant qu'esclave. Ces longues années de détention, de misère que Yamato a pu vivre, ont laissé en elle des plaies encore ouvertes que Momonosuke peine à déceler. Pourtant, la voix et le cœur de la princesse démon ne sont qu'espoir et détermination qui parviendront à toucher le futur shogun de Wano. Mais c'est Zunesha qui annoncera la nouvelle du retour de l'espoir. En s'adressant à Momonosuke, l'éléphant antique révèle pouvoir l'entendre. Avec nostalgie, ce sont les tambours de la libération qui, depuis 800 ans, n'étaient plus parvenus à ses oreilles. Ce son est la preuve qu'il est ici. Joy Boy. Nous y voilà, Joy Boy, cette entité mystérieuse mentionnée pour la toute première fois sur l'île des hommes poissons il y a presque 11 ans se révèle aujourd'hui au monde entier. À l'époque, personne ne se doutait de qui était réellement cet homme. Ce n'est qu'avec les théories et les nouvelles révélations durant le flashback de Roger et Oden que la silhouette de Joy Boy se dessinait petit à petit sous nos yeux, laissant apparaître Monkey D. Luffy. Ma toute première théorie sur Luffy était également ma toute première vidéo sur Joy Boy. Elle va fêter ses 6 ans le mois prochain et c'est dans cette vidéo, alors que tout ce qu'on savait de Joy Boy ne se limitait aux informations obtenues sur l'île des hommes poissons, que je faisais le lien entre cette légende et Luffy. Je pensais naïvement que la volonté de Joy Boy avait été héritée par Roger ainsi que par Luffy. Le développement de l'histoire m'a vite fait réaliser que Roger n'était qu'un messager et que le seul héritier de la volonté de Joy Boy était en réalité Luffy. Les deux parties qui vont suivre, l'éveil du fruit de Luffy et de Joy Boy ainsi que les tambours de la libération de Nika, seront particulièrement longues, denses et riches en théories. Alors préparez-vous et entrez au cœur même de la légende et des origines de Monkey D. Luffy. Alors que la vie lui avait été ôtée et que Luffy était encore inerte quelques cases avant sa révélation en Joy Boy, une étrange fumée et substance se dégageait de lui et de son sourire si singulier. Il serait donc revenu à la vie. Si Luffy est donc bel et bien l'héritier de la volonté de Joy Boy, ou bien encore la réincarnation de ce dernier d'une quelconque manière, alors ça signifie que c'est Joy Boy qui l'a ramené à la vie, mais pas seulement. Récemment, les déclarations du Gorosei à propos d'un certain fruit du démon ont changé toute la donne. Il existe un fruit bien spécial, semblant à la fois présent sur Wano Kuni, lié à Zunesha, mais surtout lié à Luffy. Dans l'avant-dernière review, c'est en tout cas ce que j'ai tenté de vous expliquer et de vous prouver. Aujourd'hui, avec cette case finale, le doute est encore moins permis. Luffy éveille son fruit. Une substance semblable à du caoutchouc fondu semble recouvrir son corps et les battements que perçoit Zunesha, pourtant à plusieurs kilomètres de lui, sont ceux de son ancien ami Joy Boy. Pour remettre en ordre ces éléments et y trouver une logique, il faudrait alors vous raconter une histoire. Joy Boy est bel et bien un esprit et une volonté qui s'héritent de la même façon que les armes antiques. Sauf que Joy Boy n'était pas n'importe qui, il a toujours été la plus grande menace du gouvernement mondial. C'était lui la cible des 20 royaumes à l'origine du siècle oublié. C'était lui le seul capable de les contrer mais qui a malheureusement échoué. La prophétie voulait cependant que 800 ans plus tard, 800 ans après la mort de Joy Boy, son esprit reviendrait pour accomplir ce qu'il n'a pas pu achever. Tenir la fameuse promesse à Poséidon ainsi que libérer le monde de l'emprise du gouvernement mondial. Mais pour ça, son esprit allait devoir survivre à toutes ces années d'errance. Car oui, les esprits existent dans One Piece. Lorsque quelqu'un ou quelque chose avec une âme meurt, son esprit vagabonde jusqu'à l'autre monde. Brook par exemple est revenu à la vie après avoir été tué sous la forme d'un esprit. Et de ses propres mots, son âme a parcouru les cieux pour finalement revenir du pays des morts grâce à son fruit du démon. Les Shandia ont une croyance très ancrée pensant que l'esprit de leur ancêtre repose dans les arbres à écorce blanche. Et que seule la cloche de Chandora pourrait guider leur esprit. Et pour finir, évidemment les fruits du démon qui lorsque leur utilisateur meurt, vont se réincarner dans un autre fruit proche et sont représentés par un esprit. Maintenant que vous avez la preuve que les esprits existent, vous avez également toutes les raisons de croire que l'esprit de Joy Boy, ayant vagabondé pendant des années, ait voulu se réincarner en celui qui sera capable de lever l'aube sur le monde. Et Joy Boy se serait réincarné en Luffy à travers le Gomu Gomu no Mi. Les fruits du démon ont une âme, une personnalité. Une personne ne peut manger 2 fruits du démon à la fois car les 2 esprits se battraient résultant de la mort de leur possesseur. L'âme du Gomu Gomu no Mi serait en
en fait l'âme de Joy Boy, transformant ce fruit non pas en fruit démoniaque mais plutôt en fruit divin, accordant la force et la volonté de l'ancien libérateur du monde d'il y a 800 ans. Luffy, en éveillant son fruit, en liquéfiant son caoutchouc, prend alors l'apparence du Joy Boy d'antan. Comme une seconde personnalité sommeillant en lui, un alter ego, la mort de Luffy aurait réveillé Joy Boy qui a par la même occasion éveillé ses pouvoirs. La voix de Luffy pendant qu'il coulait dans la mer de Wano Kuni et qui communiquait avec Momonosuke aurait été celle de Joy Boy. Les yeux de Luffy défiant Kaido lors de sa toute première défaite auraient été le regard de l'esprit de Joy Boy. Et les paroles de Luffy après avoir mangé le Gomu Gomu no Mi, disant qu'il était désormais beaucoup plus heureux, seraient tout simplement la conséquence de l'esprit de Joy Boy, le garçon joyeux ayant pris une partie de la possession de son esprit. Chaque personnage a une voix en lui et Luffy aurait dévoilé celle de Joy Boy grâce à sa volonté héritée, mais également grâce à son fruit du démon, et l'élément déclencheur de cette transformation serait tout simplement sa mort. Si Luffy est bel et bien mort l'espace d'un instant après avoir subi le coup de Kaido, alors cela signifie que son fruit du démon allait également disparaître, n'est-ce pas? Depuis la mort de Ace et de Barbe Blanche, on nous a appris que les fruits du démon quittaient le corps de leurs défunts possesseurs pour se réincarner ailleurs. Alors si tel est le cas, le Gomu Gomu no Mi aurait également dû disparaître. Sauf qu'à l'image des nerfs, dont le fruit du démon lui a permis un bref choc cardiaque pour relancer son cœur qui venait de s'arrêter, le Gomu Gomu no Mi et l'éventuel esprit de Joy Boy sommeillant en lui ont permis à Luffy de revenir à la vie. De nombreuses choses prendraient enfin un sens. Si Shanks et le gouvernement s'intéressaient autant dans le Gomu Gomu no Mi, c'était à cause de leur soupçon, le soupçon que Joy Boy se réincarnera en celui qui le mangera. Shanks n'a fait que suivre la prophétie que Goldie Roger lui a dictée avant sa mort, la prophétie de celui qui accomplira ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Shanks a alors servi de messager, de guide et de mentor à Luffy car c'est en lui que Joy Boy reviendrait sur Terre. Mais cette prophétie n'était pas connue seulement d'eux, Barbe Noire aurait très bien pu en avoir connaissance. Cela fait plus de 2 ans que je théorise sur le Gomu Gomu no Mi et du pouvoir spécial qu'il cacherait, connu par Teach. 2 ans que j'explique que le Gomu Gomu no Mi est différent et spécial de ce que l'on pense. Barbe Noire, en disant dans le chapitre 956 qu'il ne laissera pas la marine s'en emparer, parlait peut-être finalement du Gomu Gomu no Mi de Luffy et de l'éveil qu'il redoutait tant. Luffy et Joy Boy ne font désormais qu'un. Luffy sait qu'il a un lourd poids sur ses épaules et tous ses pouvoirs sont désormais éveillés. Le Gomu Gomu no Mi aurait donc atteint l'éveil ultime des fruits du démon pour dévoiler sa toute nouvelle puissance capable de vaincre Kaido. Après 800 ans, le garçon joyeux revêtit son plus beau sourire pour libérer Wano Kuni. Mais ce n'est pas tout et la symbolique est en réalité encore bien plus grande que je ne l'avais imaginé. À la fin de ma review du chapitre précédent, le 1042, je vous expliquais pourquoi Luffy pouvait débloquer son éveil et l'éveil de Nika, le libérateur, après avoir perdu contre Kaido. Et l'un de ces éléments déclencheurs serait le Festival du Feu se déroulant juste en dessous dans la capitale des fleurs. Ce Festival du Feu rend hommage aux défunts, aux esprits des ancêtres et le peuple de Wano leur adresse leurs vœux afin qu'ils soient réalisés. Au Japon, cette fête se nomme Obon et a pour but d'accueillir et de rendre hommage aux esprits des défunts qui reviendraient sur Terre. Plus incroyable encore, les Japonais à ce moment-là danseraient de joie et en cercle autour d'un feu sur le rythme du son des tambours. Le rapport avec One Piece est désormais évident. Je le dis rarement, mais c'est un véritable coup de génie par Oda. Le Festival du Feu est là pour honorer la mémoire d'Oden, Toki et des 9 fourreaux rouges censés être morts il y a de cela 20 ans. Ce festival et ses traditions ont un lourd sens symbolique en cette fin d'arc de Wano Kuni. Mais avec le retour de Joy Boy, non seulement son esprit retourne lui aussi dans le monde des vivants, mais il revient pour réaliser tous les vœux des habitants du pays de Wano. Aucune autre fête que le Festival du Feu et des défunts aurait pu convenir aussi bien à ce moment précis, et c'est après ce festival, après toute la symbolique qu'il incarne, que Wano Kuni pourra enfin ouvrir ses portes au reste du monde. On peut désormais réaliser que ce n'est plus Luffy qui combat et qui va vaincre Kaido, mais bien Joy Boy, l'esprit revenu pour accomplir les vœux. Si l'empereur de Wano Kuni a été déclaré gagnant de son combat contre Luffy au chapeau de paille, ça va être totalement différent dès les prochains chapitres, puisque si Luffy a réellement perdu, Joy Boy, lui, ne perdra pas. Dans l'hypothèse où la présence de cet esprit en Luffy se valide par la suite, alors le changement dans sa personnalité mais surtout dans sa façon de combattre peut être littéralement radical, au point que Luffy pourrait en réalité avoir un deuxième fruit du démon. Pour rappel, le CP9 nous a expliqué qu'un homme ne peut manger 2 fruits du démon. Si c'était le cas, il en viendrait à tout simplement disparaître suite à la confrontation des 2 démons dans son corps. Et en partant de ce principe, Luffy, même en tant qu'homme caoutchouc, aurait subi les mêmes effets secondaires résultant à une mort immédiate. Mais ce chapitre change absolument toute la donne. Dans le même thème, ma première théorie réalisée sur Barbe Noire il y a 6 ans, qui est celle sur laquelle je me base encore aujourd'hui, faisait mention d'un esprit supplémentaire à celui de Teach dans son propre corps. Cet esprit, cette entité qui vivra en lui, que je pense être simplement un démon en 2016 pour finalement imaginer la réincarnation de Roxy Chebek en 2019, lui aurait permis la prouesse de posséder 2 fruits du démon. Un fruit du démon serait lié à l'esprit de Teach, l'autre fruit du démon serait lié à l'esprit vivant en lui. Si ma théorie comme quoi
fois Joy Boy est l'esprit ayant pris part de Luffy, se valide, alors ce dernier, tout comme Teach, vivrait avec une entité qui lui permettrait de consommer et posséder un deuxième fruit du démon. Mais surtout, on comprendrait alors mieux pourquoi Zoro et Luffy ont ressenti plusieurs présences lorsqu'ils ont rencontré Teach, tout simplement car l'entité maléfique qui vit à l'intérieur de lui se serait éveillée beaucoup plus tôt que celle de Luffy, celle de Joy Boy. Si vous doutez encore de la possibilité qu'un esprit vive à l'intérieur d'une personne pouvant agir comme un alter ego, alors n'hésitez pas à relire une partie de l'arc Dressrosa, car dans cet arc vous découvrirez un certain Cavendish. Ce même Cavendish qui possède en lui Akuba, un démon s'éveillant quand le pirate s'endort. Ce n'est donc plus une fiction, plus un fantasme de fan, mais bel et bien une réalité. Les entités possédant des esprits existent, et si Barbe Noire, qui représente la nuit et les ténèbres, utilise deux fruits du démon grâce à son corps particulier et à l'entité qui l'abrite, Luffy et le soleil qu'il incarne pourraient vivre lui aussi l'expérience d'utiliser simultanément deux fruits du démon. Maintenant, parlons d'un autre aspect de cette grande révélation que nous avons eue en cette fin de chapitre, analysons les paroles de Zunesha et surtout de ces mystérieux tambours de la libération. Si la mention d'un instrument de musique peut vous sembler étonnante, voire déplacée dans le contexte du réveil de Joy Boy, il faut croire qu'Oda a de nouveau choisi ses termes à la perfection, car l'histoire de Joy Boy s'entremêle également avec celle de Nika, le dieu soleil dévoilé par Who's Who dans le chapitre 1018, et grâce à lui je vais pouvoir vous expliquer entièrement quelle est la véritable signification de l'apparition de Joy Boy et de la mention des tambours de la libération. Au chapitre 1018, Who's Who nous révèle qu'en tant qu'ancien prisonnier du gouvernement mondial, il en est venu à partager les mêmes croyances que les esclaves de ces derniers et s'est mis à prier un certain Nika, un guerrier légendaire qui apportera la joie et le sourire tout en libérant des tourments. Cette entité mystérieuse, bien qu'on n'en ait jamais entendu parler auparavant, avait peut-être été déjà teasée dans le film One Piece Gold et le tragique passé de Guild Tetsuro, réduit également à l'esclavage par les Tenryubito. Ce dernier était visible l'espace d'une seule seconde, priant et pleurant, alors que les Tenryubito interdisaient à leurs esclaves de rire. Cette histoire, tragique, est pourtant habituelle dans One Piece tout en étant la clé de l'origine de Nika, Joy Boy et Luffy. Le gouvernement mondial et plus particulièrement les Tenryubito se sont habitués à réduire en esclavage humains et hommes-poissons, profitant de leur captivité et de leur esprit brisé pour les soumettre à leur volonté. Cette discrimination, notamment envers les hommes-poissons, a été le thème principal de leur arc, la première aventure qu'ont vécu les Mugiwara après l'ellipse. Otohime s'est battu pour que son peuple et les humains puissent cohabiter dans la paix et l'harmonie en vain. Pour ces actes barbares, Oda a trouvé l'inspiration dans nos propres livres historiques à une époque sombre de notre monde lorsque le peuple noir a été réduit en esclavage. En analysant cette terrible période de notre histoire ayant meurtri un nombre incalculable de peuples, de nations et de cultures à travers le monde et qui semble inspirer Oda dans son éternelle critique de la barbarie humaine à travers son œuvre, eh bien la place de la musique et plus particulièrement du tambour y est omniprésente. En effet, quand les esclaves en Amérique du Nord avaient la chance de profiter un peu de leur musique, ils dansaient au rythme de leur tambour tout en parlant de la liberté qu'ils avaient possédée en Afrique. Non seulement pour perpétuer leur tradition, la danse et le son des tambours étaient pour eux une libération, un retour aux sources qui leur donnait la plus grande étincelle d'espoir dans leur vie de peine et de tristesse. Pas seulement, le tambour battant était l'allégorie même de la vie, de la joie et de la liberté. Plus précisément, on dit de cet instrument qu'il maintiendrait le rythme et l'ordre du monde et que chaque joueur de cet instrument change le monde à sa façon en touchant l'esprit de l'humain au rythme de sa chanson. Ce sont en tout cas les croyances des peuples africains qui tentaient tant bien que mal de voir un peu de joie dans leur misère. Un espoir que partageait le peuple haïtien à travers l'un des esprits de la musique, un dénommé Joy Boy. Il est l'esprit de la musique et du tambour. Joy Boy est connu dans la mythologie vaudou comme un homme joyeux, souriant en permanence et effaçant tous les problèmes en tapant inlassablement en rythme sur son tambour. Tous ceux entendant la musique de Joy Boy et son rythme ne peuvent s'empêcher de danser et chanter jusqu'à ce que tous leurs problèmes soient oubliés. Cette entité venant des Caraïbes, qu'un fan anglais de One Piece avait dévoilé l'existence l'année dernière après la révélation de Nika, prend aujourd'hui encore tout son sens. Que ce soit Joy Boy, Nika ou Luffy, tout est actuellement relié à la liberté, au fameux son de ces tambours, au dieu soleil et à la joie. Tous s'assemblent aujourd'hui pour ne former qu'une seule entité, Luffy. C'est le battement de cœur de Luffy qui joue cette musique apportant la joie. C'est lui, cette réincarnation de Joy Boy et Nika qui est apte à libérer les esclaves et à apporter la paix dans le monde. Joy Boy est la lumière, et c'est cette lumière qui est caractérisée par le battement de son cœur, de son esprit, résonnant tel le tambour de la libération, et c'est ce que Zunesha entend chez Luffy avec la même vigueur qu'autrefois. Nous sommes au centre du sujet final qu'Oda va traiter dans One Piece. Les boss finaux, c'est-à-dire les Tenryubito,
sont la vision même de l'humain esclavagiste brisant sans once de pitié la vie de leurs semblables. Bientôt, ces pauvres esclaves n'auront plus à prier car la renaissance de Joy Boy, qui serait lui-même le descendant de Nika, signifiera la fin de la nuit. C'est la raison pour laquelle l'esclavagisme a été tant présent dans ce chapitre. Kaido qui dit vouloir asservir hommes, femmes et enfants. Yamato, elle-même esclave de son père, qui dit ne pas vouloir mourir enchaîné. Tout ça a un véritable et lourd sens. Le fardeau de l'esclavagisme ne peut être endigué que par un seul homme, le même ayant brisé les chaînes de Yamato. Mais pour ça, le monde doit être chamboulé. Retourner. Barbe Blanche avertissait Son Goku qu'un homme portant le Di et une volonté antique viendra retourner le monde. Oden disait à Toki que le monde dans 20 ans subira également le même sort. Corazon parlait d'une légende des anciens Tenryubito sur le Di qui causera une nouvelle tempête. Il ne fait aujourd'hui plus aucun doute, encore moins avec l'apparition de Joy Boy, que cet homme, c'est Luffy. Lui dont la prophétie de Shirley l'a vu détruire l'île des hommes poissons. Lui dont la prophétie de Joy Boy l'a vu vaincre Kaido et lever l'aube sur le monde. Luffy est celui qui, en trouvant le One Piece, découvrira également le véritable sens de la vie. Tout comme je le mentionnais dans mes anciennes théories, c'est lui l'élu des Dix. C'est lui qui libérera les peuples opprimés. Le bonheur qu'il apportera dans le monde après ce cataclysme sera aussi chaleureux que l'astre du soleil qu'il représente.